Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne. On continue nos cours de mécanique du 12e année bac, PC et sciences maths avec un nouveau chapitre. Alors, on a déjà vu que en appliquant la deuxième loi de Newton, qui est la somme des forces appliquées au système égale à la masse du système fois l'accélération du centre d'inertie du système. Alors, en utilisant cette loi, on peut prévoir les caractéristiques du mouvement d'un solide en translation. Alors là, on va poser une petite question. Qu'en est-il si ce mouvement est un mouvement de rotation? Comment on peut prévoir la nature du mouvement et les caractéristiques du mouvement de rotation de ce solide, bien sûr les solides indéformables, autour d'un axe fixe. Alors, c'est l'objectif ou bien c'est la question à laquelle on va essayer de répondre au cours de cette vidéo-là. Alors, le titre du chapitre est la relation entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Alors là, je parle de la somme des moments des forces extérieures appliquées au système. Donc, je vais essayer je vais diviser ce chapitre-là en trois parties. Au cours de cette première partie, on va faire un petit rappel qui va concerner le mouvement, la définition de mouvement de rotation. Et après, on va passer à définir le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe fixe. Et on va discuter comment repérer un point du solide en rotation, bien sûr en évoquant l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, et on va essayer de donner la relation entre ces deux abscisses. Alors que la deuxième partie sera consacrée aux vitesses. On va parler de la vitesse linéaire et la vitesse angulaire et la relation entre ces deux vitesses-là. Et après, on va terminer avec la troisième partie, au cours de laquelle, Inch'Allah, on va discuter les accélérations et cette relation-là qu'on va utiliser pour étudier, bien sûr, les systèmes, c'est-à-dire des solides, bien sûr, indéformables, en rotation autour d'un axe fixe. On va parler de l'accélération linéaire, et on va parler d'accélération angulaire, et on va terminer par cette relation-là, par donner cette relation-là. Alors, commençons par un petit rappel. On va commencer par définir le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, là, il y a un problème que la plupart des élèves rencontrent, c'est qu'elles mélangent deux, elles n'arrivent pas à identifier le mouvement de rotation. Et parfois, elles confondent ce mouvement-là avec le mouvement de translation circulaire. Alors, commençons par définir le mouvement de rotation. Donc, soit un solide S en rotation autour d'un axe delta, par exemple, comme ça. Alors, ce solide-là, qui est en rotation. Alors, on remarque bien que tous les points du solide, si on suit par exemple ce point-là, on remarque bien qu'il décrit, bien sûr, une trajectoire au cours du mouvement, une trajectoire circulaire. C'est-à-dire que tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires. Mais, il y a du point qui appartient au solide par lesquels passe l'axe de rotation qui ne bouge pas, qui sont fixes, c'est-à-dire elles sont immobiles. Donc tous les points au cours d'un mouvement, donc ça c'est mouvement de rotation autour
d'un axe fixe. Dans notre cas, c'est delta, c'est l'axe delta. Donc, un solide est en mouvement de rotation, c'est tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires, sauf les points par lesquels passe l'axe de rotation. Ils sont immobiles. Les trajectoires, ces trajectoires circulaires, se trouvent dans des plans, par exemple dans ce cas-là, par exemple celui-là, il se trouve dans ce plan. Si vous voyez bien, ce plan-là est perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc, les trajectoires, toutes les trajectoires de tous les points des solides, bien sûr, sauf les points qui appartiennent à l'axe de rotation, décrivent des trajectoires circulaires qui sont perpendiculaires à l'axe de rotation. Deuxième remarque, c'est que les centres de toutes les trajectoires se trouvent sur l'axe de rotation. Donc, ces trajectoires-là sont toutes centrées sur l'axe delta. Alors, pour deuxième cas, par exemple, ce cas-là, je prends un solide S qui effectue ce genre de mouvement autour de delta. Par exemple, je peux prendre par exemple cet axe-là et je prends ce solide-là, comme ça. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires, mais il n'y a pas de points du solide qui sont immobiles. C'est-à-dire que tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires sans exception. Alors, dans ce cas-là, on parle de mouvement de translation, circulaire. Alors, faites bien attention de ne pas confondre mouvement de translation circulaire autour de l'axe delta avec le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Comme conclusion, un solide indéformable S est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, c'est tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe delta et se trouvent dans des plans qui sont perpendiculaires à l'axe delta, sauf, je dis bien, sauf les points par où passe l'axe de rotation. Ces points-là sont immobiles. Alors, comme ça, on passe à la deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, au cours de cette partie-là, c'est ce qu'on appelle, on va se rappeler un petit peu du moment. Alors, le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe delta. Dans notre cas, bien sûr, on parle d'axe fixe. Alors, pour ce faire, on va prendre ce cas-là. Alors, tout d'abord, le moment d'inertie, on le note G delta. Il est égal à la somme sur tous les points matériels I, M, I, R, I, au carré. Tel que les MI, ce sont les masses des points matériels. On peut prendre le solide S et on peut le diviser en une infinité de points matériels M, I. Donc, qu'est-ce que j'entends par point matériel? C'est une portion du solide plus petite de masse NE, tel que on peut considérer ce point comme
ponctuel, mais de masse M, NI. Donc, pour calculer G delta, ces points-là, chaque point de ces points matériels va décrire une trajectoire circulaire de rayon RI, RI. Par exemple, pour ce point-là, on va décrire une trajectoire circulaire comme ça. Tel que centre, bien sûr, elle sera centrée sur l'axe delta et elle aura un rayon RI. Donc, chaque trajectoire aura un rayon RI. Donc, si on fait la somme du produit de la masse de chaque point matériel fois le carré du rayon de sa trajectoire, alors on obtient G delta. Alors, M, c'est en kilogramme, système international. RI, c'est en mètre, donc R au carré sera 1 mètre au carré. Donc, l'unité de G delta, c'est le kilogramme mètre au carré. Le kilogramme mètre au carré. Faites bien attention aux unités de G delta. Alors, G delta, on l'appelle, on l'appelle moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe delta. Alors, la signification physique du moment d'inertie d'un solide, puisque ça veut dire, on peut dire c'est la difficulté plus ou moins grande de faire tourner delta, le solide S, autour de delta. En ce sens, on peut assimiler, ou bien par analogie, on peut dire qu'il joue le rôle que joue la masse, bien sûr, dans le cas du translation. On sait que la masse, dans le cas de la translation, c'est la difficulté de faire déplacer le sol. Alors ça, c'est pour un petit peu comprendre le sens physique. Alors, on va donner quelques exemples de G delta pour quelques solides qui ont des géométries simples. À savoir, on va voir pour une boule, par exemple, pleine, et on va voir aussi pour un cylindre, pour un disque, et bien sûr pour une barre. Donc on va voir ces exemples-là et on va voir l'expression de G delta dans chaque cas. Alors voici quelques exemples de solides de géométrie simple pour lesquels on va donner l'expression de G delta, c'est-à-dire du moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation. Alors, premier cas, c'est un disque plein dont l'axe delta passe par le centre et perpendiculaire au plan du disque. Alors, dans ce cas-là, G delta va s'écrire sous cette forme, 1 demi MR au carré, avec M, c'est la masse du disque, et R, c'est le rayon du disque. Alors, pour un solide sous forme de cylindre, avec l'axe delta qui passe par, bien sûr, le centre de ces faces-là. Alors, dans ce cas-là, G delta doit être égal à 1 demi MR au carré. C'est-à-dire que le cylindre, ou bien le solide cylindrique, est en rotation sous cette forme-là, ou bien de cette façon-là. Alors, pour une boule sphérique, bien sûr, je parle de cylindre plein et boule pleine. Alors, dans ce cas-là, delta, bien sûr, l'axe de rotation delta passe par le centre. Dans ce cas-là, G delta égale à 2 sur 5 M R au carré. Toujours M, c'est la masse, la boule, et R, c'est le rayon de la boule. Alors, pour une barre, de longueur L et de masse M, tel que l'axe de rotation passe par le milieu, c'est-à-dire de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il tourne comme ça, autour d'un axe qui passe par le milieu.
dans ce cas-là, G delta égale à 1 sur 12 mL. M, c'est la masse de la barre, et L, c'est la longueur de la barre. Alors, dans le dernier cas, même chose, c'est la barre, mais cette fois-ci, l'axe de rotation se trouve à l'extrémité, c'est-à-dire de cette façon. Comme ça, c'est toujours comme ça. De cette façon. Alors, dans ce cas-là, le moment d'inertie de la barre par rapport à cet axe de rotation, delta, doit être égal à 1 sur 3 mL au carré. Alors, mais dans le cas général, si vous voulez calculer G delta, il faut utiliser cette relation générale. Alors, on passe au dernier point qui concerne comment on peut repérer la position d'un point du solide quand le solide tourne. Alors, on passe à la troisième partie de ces rappels-là. On va parler de l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Tout d'abord, on pose la question suivante. À quoi ça sert l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire? Tout simplement, c'est pour repérer la position d'un point du solide au cours du mouvement. On a vu, premier paragraphe, que chaque point du solide décrit une trajectoire circulaire qui se situe dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors, on veut repérer la position d'un point du solide au cours du mouvement. Alors, pour cela, on va prendre par exemple un point du solide qu'on va noter M. Donc, il va décrire une trajectoire circulaire comme ça, par exemple. Donc, je vais prendre le point M, comme ça, M, qui décrit une trajectoire circulaire. Alors, le centre de cette trajectoire-là sera en haut un point de delta. Un point de delta. Et ce plan-là est perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc, M va décrire une trajectoire circulaire. Donc, pour repérer la position de M, on peut utiliser les coordonnées cartésiennes, par exemple X et Y, comme ça. L'axe OX et l'axe OY, et en projetant, on peut trouver XN et Y. Mais non, dans ce cas-là, pour un petit peu faciliter les calculs, c'est mieux d'utiliser les abscisses curvilignes et l'abscisse angulaire. Commençons par l'abscisse curviligne. Alors, toujours comme on a fait pour un repère, pour les coordonnées cartésiennes, toujours il faut choisir l'origine. Alors, dans ce cas-là aussi, on va choisir l'origine. Alors, par exemple, on va choisir ce point-là, ou bien cette position-là, M0, comme origine des positions. Alors, c'est-à-dire, par rapport à M0, on peut repérer le point M. Donc, pour cela, on utilise ce qu'on appelle l'abscisse curviligne, c'est-à-dire la longueur de cet arc-là. C'est-à-dire, si je connais l'origine M0, et je veux dire que M se trouve à plus 3 mètres. Donc, vous allez venir à M0 et vous allez mesurer 3 mètres et vous trouverez la position de M. C'est ça ce qu'on appelle l'abscisse S de, on va noter pour l'instant S. S, l'abscisse curviligne S. Donc, S, c'est quoi? C'est la longueur de l'arc M0, M. Donc, il faut toujours choisir M0 comme référence, et par rapport à M0, on peut repérer M en utilisant l'abscisse curviligne. Vous voyez bien que M, en se déplaçant, S varie, c'est-à-dire que S varie au cours du temps. C'est pour cela qu'on écrit S de T. Donc, S dépend de T. S dépend de T. Donc, je vais l'écrire avec la même couleur. Et ça sera S de T. Alors, maintenant,
on peut aussi connaître la position de M en utilisant un angle. Mais il faut choisir une direction comme référence. Si on choisit OX comme référence des abscisses angulaires, c'est-à-dire comme ça, cet angle-là, qu'on appelle θ. Donc si je vous dis par exemple, si on connaît l'axe de référence, et je vous dis que M se trouve à 30 degrés ou bien à 45 degrés, vous pouvez venir à partir de référence et mesurer l'angle 45 degrés, vous trouverez la position de M. Donc, θ, c'est quoi? C'est l'angle entre la direction OX et la direction OM. De la même manière, au cours du temps, M se déplace, donc θ varie au cours du temps. Donc, θ dépend aussi du temps, comme S de t. Comme S de t. θ de t. Donc, vous avez le choix d'utiliser l'abscisse curviligne pour opérer M, ou, bien sûr, utiliser θ. Vous voyez ici qu'on aura besoin que de S de t ou bien de θ de t pour opérer M. Alors, si on utilise les coordonnées cartésiennes, on aura besoin de 2. On aura besoin de l'abscisse et de l'ordonnée. C'est pour cela, c'est mieux, au cours de rotation, d'utiliser l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire au lieu des coordonnées cartésiennes. Alors maintenant, quelle est la relation qui lie ces deux-là? L'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Alors pour ce faire, on sait bien que si M prend départ de M0 et fait un tour, bien sûr, ce vecteur OM va balayer un angle de P. Et cet angle-là de P correspond bien sûr à un périmètre qui est le périmètre de cette trajectoire. Le périmètre d'un cercle, c'est 2P, R avec R, c'est le rayon de la trajectoire. Alors, vous voyez bien que θ de t correspond à chaque instant, bien sûr, à un certain S de t. À partir de cette correspondance, on peut écrire que 2PS de t égale à 2PR fois θ de t. Alors, comme ça, je peux simplifier par 2p et trouver que l'abscisse curviligne S de t est égale à R θ de t. Alors, comme ça, on arrive à une relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire qu'on écrit en général comme ça, S égale à R θ en général pour chaque point. Alors, vous voyez bien pour le solide, on change de point. Si je prends par exemple un autre point N, il aura un autre rayon, Rn, mais, bien sûr, si je prends un point comme ça, N, qui appartient au solide, alors toujours S la trajectoire sera circulaire, bien sûr, circulaire. Donc, vous voyez bien comment le restera, donc l'abscisse angulaire restera le même, mais S de t va changer. S de t ne sera pas le même. M et N, dans ce cas-là, auront même abscisse angulaire, mais ils diffèrent par leur abscisse curviligne. Et bien sûr, cette relation-là reste valable. Je peux écrire que Sm pour M égale à Rm fois θ, et pour N, je peux écrire que Sn égale à Rn, mais fois θ dans ce cas-là, bien sûr.
Alors maintenant, je vais parler des unités. Donc, S, c'est une longueur, elle sera 1 mètre. R, c'est le rayon, elle sera 1 mètre. Et θ, c'est en radian. Faites bien attention vous pouvez bien dire qu'il n'y a pas homogénéité entre ce côté-là et ce côté-là. Mais non, il y a homogénéité. Si on écrit l'équation ou dimension, la dimension de S sera la dimension de R fois θ, ce qui va donner la dimension de R fois la dimension de θ. Faites bien attention, la dimension de S est une longueur, donc va donner L, et la dimension de R c'est L. Mais la fois la dimension de θ. La dimension d'un angle c'est toujours 1. Faites bien attention à ça. Donc on trouve bien que cette relation-là est bien homogène. Alors, on va passer au cours de la deuxième partie, on va discuter les vitesses, la vitesse linéaire, la vitesse angulaire et la relation entre les deux. Essayez bien de réviser cette partie-là. On a déjà vu ça en première année, mais c'est mieux de se rappeler de tout ça pour bien comprendre ce chapitre-là et ne pas trouver de problème, bien difficulté à comprendre ce qui va venir. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.